La Russie a lancé 2 satellites offrant des informations uniques et susceptibles de révéler des secrets scientifiques, voire militaires. Pourquoi, en réalité, les satellites étrangers surveillent-ils l'état de la couche d'ozone de la planète ? Quel est le rapport avec l'espionnage ? La fusée porteuse Soyouz 2.1B a réussi son lancement depuis le cosmodrome de Vostochny et a placé 20 satellites en orbite. Au chantier naval de Srednenevsky, on a mis à l'eau un navire du projet Zero, 4710. En Tchétchénie, une centrale hydroélectrique à tour d'une puissance de 10 MW a été mise en service, en Yakoutie, une nouvelle usine d'extraction d'or, et à Nijnekamsk, une production pétrochimique. À Krasnoïarsk, la première production en Russie de tétrachlorure de germanium ultra pur, nécessaire à la fabrication de fibres optiques, a été lancée, à Omsk, la production de circuits imprimés, et à Briansk, la production de meubles. Les écoliers russes en ces ont remporté 5 médailles d'or et une d'argent à la 66e Olympiade internationale de mathématiques en Australie. Le 25 juillet, une fusée porteuse Soyouz 21B a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Vostochny, mettant en orbite 2 engins spatiaux principaux et 18 petits satellites Dwachar. Parmi ces 18, il y a le groupe Geoscan, destiné à tester des solutions technologiques pour la télédétection de la Terre, des satellites pour tester des technologies de communication et de contrôle en orbite, ainsi qu'un satellite étranger, le satellite de télécommunication iranien Naïd 2. La charge principale est représentée par 2 satellites héliogéophysiques, Ionosphera M. Et c'est pourquoi c'est vraiment intéressant. La Russie crée en orbite le système Ionosonde pour observer l'ionosphère, une sorte d'enveloppe irisée de notre planète. Les processus qui s'y déroulent influencent la qualité des communications et de la navigation, et peuvent de même provoquer la panne des satellites. À la fin de l'année 2024, les 2 premiers satellites ont été lancés et maintenant 2 autres, ce qui élargit considérablement les possibilités de recherche. Dans les épisodes précédents, nous avons attiré l'attention sur le fait que le système est conçu pour enregistrer des phénomènes résultant non seulement d'influences naturelles, mais aussi anthropiques, c'est-à-dire causées par l'activité humaine. Et nous avons expliqué que les gens essaient depuis longtemps et activement d'influencer l'ionosphère. En particulier, les Américains utilisent à cette fin le célèbre projet de banc de chauffage, ou tout simplement une gigantesque grille d'antennes en Alaska, qui génère de puissantes ondes radio à haute fréquence. Un autre projet similaire est en Norvège. Selon la version officielle, leur objectif est d'étudier la réaction de l'ionosphère. Mais le sujet est assez fermé, ce qui engendre de nombreuses rumeurs, allant jusqu'à dire que des armes climatiques ou psychotropes sont testées de cette manière. Quoi qu'il en soit, notre nouveau système orbital nous permettra de mieux comprendre qui chauffe l'ionosphère et dans quel but. Et les premiers résultats ont déjà été obtenus. En 6 mois de fonctionnement des 2 satellites, des résultats scientifiques inattendus ont été obtenus. Une très forte densité de plasma ionosphérique a été détectée sous l'effet des bancs de chauffage. Cela entraîne un ralentissement de la Station spatiale internationale et des satellites, ce qui oblige à corriger plus fréquemment leur orbite. Ce phénomène accélère aussi la défaillance des engins spatiaux. La deuxième paire, Ionosphère M, aidera à mieux comprendre le processus. Mais pas seulement cela. Contrairement à la première paire, la seconde dispose à bord d'instruments spécialisés pour surveiller la couche d'ozone, ces couches gazeuses dans l'atmosphère qui protègent les organismes vivants des rayonnements ultraviolets. Ce qui, à son tour, nous plonge dans une autre intrigue très intrigante. Rappelons qu'aux années 70 et 80 du siècle dernier, il a été établi que certaines substances chimiques particulièrement répandues à l'époque dans l'industrie, en pénétrant dans l'atmosphère, la détruisent. La couche d'ozone. Non, il ne s'y forme pas de trou, mais la concentration d'ozone diminue tellement que trop d'ultraviolets traversent l'atmosphère, ce qui devient dangereux pour les organismes vivants.
Une vaste campagne politique et d'information a été lancée, dont le résultat a été la signature d'une série d'accords internationaux prescrivant l'abandon de l'utilisation de substances chimiques dangereuses. Au nom de la préservation de la sécurité commune, la Russie a adhéré au protocole de Montréal, tout comme de nombreux autres pays. Ainsi, la circulation des substances interdites a diminué dans le monde depuis 1997. Les scientifiques notent une fermeture progressive des soi-disant trous dans la couche d'ozone, qui n'est pas encore terminée, mais qui suscite déjà de l'optimisme. Nous n'affirmons pas l'objectivité de la théorie des trous dans la couche d'ozone, car les avis divergent. Mais dans le contexte de notre histoire d'aujourd'hui, il est important pour nous de savoir que l'état de la couche d'ozone est contrôlé à l'aide d'instruments au sol et de satellites spéciaux. Et cela comporte également un autre aspect intéressant, à savoir un aspect militaire. Le 22 septembre 1979, le satellite américain Vela 6911 a détecté un double flash caractéristique dans la région de l'île du Prince-Édouard, dans l'océan Indien. Cela ressemblait le plus à une explosion nucléaire atmosphérique, mais comme à ce moment-là, il existait déjà une interdiction mondiale des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'incident. Cependant, par la suite, des chercheurs internationaux sont arrivés à la conclusion que, très probablement, il s'agissait de l'explosion d'une bombe israélienne. Indirectement, cette version est confirmée par les tentatives des Américains d'étouffer l'affaire et d'accuser uniquement des facteurs naturels. Cependant, en 2022, des scientifiques russes découvrent soudainement des données provenant d'un autre satellite américain, Nimbus 7, les analysent, les comparent et en apportent une preuve convaincante. En 1979, ce n'était ni une météorite ni des reflets du Soleil observés au-dessus de l'océan, mais une explosion nucléaire. Et ils l'ont découvert en analysant la modification de la couche d'ozone résultant de l'impact mécanique de l'onde de choc. Elle a déformé la couche d'ozone en déplaçant les masses d'air, ce qui a été immédiatement enregistré par les instruments, mais cela n'a pas attiré l'attention des chercheurs pendant longtemps. Ainsi, l'analyse de l'état de la couche d'ozone, combinée à d'autres méthodes, permet d'établir de manière fiable le fait des essais nucléaires qui sont également interdits de nos jours. Les satellites étrangers surveillant la couche d'ozone depuis longtemps. Il est probable que ce ne soit pas seulement dans le but de sauver l'humanité, mais aussi pour de simples raisons d'espionnage. En effet, son état permet de détecter non seulement des essais nucléaires, mais aussi des lancements de fusées, des anomalies thermiques et d'autres événements précieux. Cependant, les scientifiques russes avaient un accès très limité aux données étrangères. Désormais, nous corrigeons cette injustice. Les équipements des nouveaux satellites Ionosphera M permettent, en quelques semaines, d'établir une carte détaillée de la couche d'ozone et d'organiser sa surveillance permanente. L'étape suivante sera de créer une version modifiée de l'ozonomètre avec un champ de vision élargi, offrant une vue globale de la couche en une journée. Un tel dispositif sera installé sur l'appareil Zonde M, dans le cadre du même système que nous déployons en orbite. Comme vous le voyez, la Russie veut non seulement défendre sa place dans l'espace, mais aussi renforcer systématiquement ses efforts, parfois de façon inattendue. Très bientôt, nous aurons encore quelques bonnes surprises, dont nous vous parlerons certainement dans nos prochaines émissions. Ensuite, une recommandation éducative.